Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont poussé la souffrance humaine à des limites inimaginables. Dans des camps tels qu'Auschwitz, les prisonniers étaient forcés de faire des travaux forcés jusqu'à l'effondrement, et beaucoup subissaient des châtiments extrêmes, comme être immergés dans de l'eau glacée pendant des heures pour des expériences sur l'hypothermie. Klaus Barbie, surnommé le boucher de Lyon, utilisait des méthodes impitoyables telles que plonger ses victimes dans de l'eau glacée ou appliquer des décharges électriques sur des zones sensibles pour obtenir des aveux. Des figures comme Joseph Mengele réalisaient des expériences médicales brutales, telles que l'amputation de membres sans anesthésie ou l'injection de substances dans les yeux d'enfants pour tenter de changer leur couleur. Dans des camps comme Dachau, les prisonniers étaient utilisés comme sujets pour des tests au gaz moutarde, laissant des blessures chimiques ouvertes qui n'étaient jamais traitées. L'horreur nazie ne se limitait pas aux camps de concentration. Sophie Scholl, une jeune activiste de la résistance allemande, a été arrêtée avec son frère pour avoir distribué des tracts contre le régime. Après un procès sommaire, elle a été condamnée à mort et guillotinée à l'âge de 21 ans. Le début, l'arrivée dans les camps de concentration et Dachau. À l'origine conçus comme des prisons pour les prisonniers politiques allemands, destinés à accueillir les révolutionnaires de la cause communiste, les camps de concentration et d'extermination sont devenus, à partir de 1933, le sinistre terrain de jeu et de laboratoire d'expérimentation d'Heinrich Himmler. Le chef des SS prit en charge le camp de travaux forcés et, peu à peu, en fit la plus grande machine d'extermination des Juifs et des communistes d'Europe. En 1933, Adolf Hitler devint chancelier de l'Allemagne et utilisa son pouvoir pour commencer à modeler la nation allemande selon sa propre vision. Parmi les premières mesures prises par le nazisme, l'une d'elles allait changer le destin de l'humanité très tôt. Il s'agit de l'inauguration du premier camp de concentration, Dachau, qui avait été conçu à l'origine pour accueillir des prisonniers politiques allemands, principalement ceux liés à l'idéologie communiste, mais qui deviendrait le modèle que Hitler répliquerait pour mettre en œuvre l'Holocauste. Le camp fut confié à Heinrich Himmler, chef des SS, qui y établit les baraquements et le centre d'entraînement de cette force, et commença à utiliser le complexe comme centre d'exécution des ennemis politiques. Très rapidement, Dachau devint un symbole de terreur dans l'Allemagne nazie. Des milliers de Juifs, de Roumains et de communistes y étaient envoyés pour fabriquer des munitions pour l'armée d'Hitler. Ce camp devint également la principale prison pour les intellectuels allemands, les artistes et d'autres personnes considérées comme dangereuses pour l'idéologie du régime, à tel point que les enfants allemands chantaient une chanson qui disait « S'il te plaît, Dieu, rends-moi idiot, s'il te plaît, pour ne pas être envoyé à Dachau ». Le complexe, conçu par le commandant Theodor Eicke, était composé d'un bâtiment central servant de bureau pour les hauts responsables et superviseurs, des baraquements et du centre d'entraînement des SS, ainsi que des usines de munitions où les prisonniers travaillaient. Il y avait également différents espaces de punition pour les prisonniers, avec des méthodes de torture ou d'exécution que nous détaillerons plus tard. Enfin, un immense crématorium scellait le destin des victimes du régime implacable. Bien que dans les premières années, les lois civiles aient régulé ce camp de concentration, les prisonniers à Dachau étaient traités de manière très violente. Même avant l'arrivée massive des Juifs ou l'application de la solution finale, les détenus allemands, incarcérés pour suspicion de communisme, de trahison ou d'opposition au régime, étaient battus par les gardes des SS, dans certains cas jusqu'à la mort. En tant que fabrique de munitions, la production à Dachau devait être extrême, et l'une des grandes motivations pour optimiser le travail était la peur. Ainsi, Hitler, en tant que chancelier, décida de changer la législation du camp afin que les superviseurs puissent agir comme bon leur semblait. De cette manière, les tortures et meurtres cessèrent d'être vus comme des crimes, et les soldats eurent carte blanche pour traiter les prisonniers avec un sadisme brutal. Par exemple, les prisonniers qui enfreignaient l'une des règles strictes concernant les horaires qu'ils devaient respecter, la quantité de production qu'ils devaient réaliser ou les endroits qu'ils pouvaient traverser étaient battus. Ceux qui tentaient de s'échapper ou même qui complotaient une fuite mourraient sur place, sans droit à un jugement ou à une défense. Mais ce fut en 1940 que Dachau devint l'un des plus brutaux camps de concentration pour les Juifs.
Ce fut l'un des centres d'extermination les plus surpeuplés et sinistres de l'Allemagne nazie. Bien que le complexe ait été conçu pour contenir 6 000 prisonniers, il devait en réalité en abriter jusqu'à 30 000. Bien sûr, cela se faisait au détriment de la qualité de vie misérable des personnes forcées de travailler dans le camp. À partir de ce moment, les punitions devinrent quotidiennes et incluaient des humiliations publiques comme des flagellations au fouet ou avec des fils barbelés, laissant le dos des prisonniers en chair vive. Souvent, sans raison, les officiers formaient plusieurs personnes en rang et les fusillaient devant les autres alors qu'ils travaillaient, simplement pour leur rappeler ce qui leur arriverait s'ils étaient en retard ou si leur productivité baissait. Des cellules personnelles étaient également utilisées, où certains prisonniers devaient vivre dans de petites pièces où ils ne pouvaient entrer qu'en restant debout, sans pouvoir s'asseoir, et passaient des jours entiers ainsi, jusqu'à ce que leur corps cède. Des milliers de Juifs moururent de malnutrition, de défaillances cardiaques dues à l'effort, et de maladies contractées à cause des conditions sanitaires déplorables dans lesquelles ils vivaient. Pendant l'opération Barbarossa, environ 4000 prisonniers de guerre furent envoyés à Dachau et tués systématiquement. En 1944, Dachau était davantage un centre d'extermination. Ceux qui y étaient envoyés ne survivaient probablement pas. Des expériences étaient aussi menées sur la population, principalement sur les femmes et les enfants. Par exemple, on sait que les nazis étaient intéressés par la cryogénie, la possibilité de ressusciter quelqu'un après qu'il soit mort par congélation. Pour tester cela, des centaines de Juifs étaient plongés tous les jours dans des réservoirs d'eau glacée où ils mouraient d'hypothermie. Les camps de concentration, l'horreur de l'enfance à la vieillesse. Vers la fin de la guerre, Dachau recevait des centaines de prisonniers chaque jour. Les conditions générales se détériorèrent encore plus, et en quelques mois, 15 000 personnes moururent simplement à cause des conditions inhumaines dans lesquelles elles vivaient. Avec l'avancée des Alliés à travers l'Europe, les fusillades augmentèrent. En 1945, avec les forces ennemies aux portes de Berlin, certains commandants suggérèrent à Himmler de remettre Dachau aux Américains, mais il refusa. Sa réponse fut « Nous ne devons pas permettre qu'un seul de nos prisonniers tombe vivant entre les mains de nos ennemis. » Bien sûr, cela était lié au fait que Himmler savait que les terribles crimes qu'ils avaient commis entraîneraient de terribles procès après la guerre. Les camps de concentration obéissaient à différents objectifs et étaient en réalité une partie du réseau de terreur d'État qui incluait les tribunaux, la police, les prisons ou les ghettos. Le camp de concentration devait éradiquer ceux qui étaient désignés comme des ennemis sociaux, raciaux et politiques, afin de créer une communauté nationale uniforme et saine. Cette fonction prit progressivement différentes formes, en constante évolution et chevauchement, comme le travail forcé, l'assassinat sélectif, les expériences humaines et l'extermination massive. Il convient de préciser que, bien que la majorité des prisonniers étaient des Juifs, il y avait aussi des Roms, des criminels, des témoins de Jéhovah et des homosexuels, entre autres. Une fois enfermés là-bas, ils devenaient des captifs et ne pouvaient pas sortir. Lorsqu'ils entraient, ils devaient remettre leurs vêtements et leurs objets personnels. Ensuite, un officier rasait leurs cheveux et leur donnait l'uniforme à rayures, accompagné d'une paire de sabots en bois. Une fois l'accès au camp de concentration terminé, commençait ce qui allait être une vie de véritable souffrance. Chaque camp de concentration avait ses méthodes et particularités, mais il existait une série de mécanismes qui les rapprochaient. Tous les captifs devaient se réveiller tôt, arranger leur lit et après avoir effectué la formation initiale, ils étaient obligés de faire des travaux forcés. En général, ces travaux consistaient à des tâches dans des fermes agricoles, des usines, des établissements industriels, ainsi qu'à la réparation de routes ou à l'abattage d'arbres, entre autres. L'une des usines les plus populaires où le travail forcé était utilisé était l'organisation Todt, dédiée à l'ingénierie civile et militaire. Là, les prisonniers de guerre soviétiques travaillaient gratuitement pendant des mois ou des années. Après de nombreuses heures de travail, les prisonniers des camps de concentration recevaient la seule portion de nourriture quotidienne, qui consistait généralement en une soupe maigre de légumes avec un petit morceau de pain. L'un des moments les plus redoutés par les prisonniers étaient les formations qu'ils devaient effectuer aussi bien au matin qu'en après-midi. Après avoir effectué les travaux forcés, ils étaient obligés de rester debout pendant de nombreuses heures et dans des températures extrêmes,
tandis que les officiers contrôlaient la présence de tous les captifs. Il est connu que Louis Zubrig, en 1939, réussit à s'échapper du camp de Dachau. Après avoir découvert sa fuite, par représailles, tous ses compagnons durent rester debout en formation pendant toute une nuit et endurer le froid le plus glacial. De plus, les membres des SS utilisaient ces formations pour vérifier qui était physiquement apte à travailler et ceux qui ne remplissaient pas les conditions nécessaires étaient exécutés. Concernant des cas spécifiques, il existe de nombreux récits effrayants des victimes qui ont été confrontées à des punitions sévères de la part de leurs ravisseurs. Parmi eux, nous trouvons celui de la prisonnière britannique Joanna Hill, qui, à cause des coups reçus de la part de la Gestapo, perdit sa capacité à devenir mère. Ludmila Kokrda, également née en Grande-Bretagne, était forcée de travailler dans le nettoyage des marais sous de fortes pluies. Il est à noter que, pour effectuer ce travail, elle ne portait qu'une chemise en coton et son alimentation se composait de betteraves, de feuilles et de pelures de pommes de terre. D'autres punitions infligées aux prisonniers étaient des expérimentations médicales. Le tortionnaire le plus célèbre pour ces tortures était Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort du camp d'Auschwitz. Mengele soumettait les victimes à des expériences terribles que nul être humain ne supporterait. Certaines de ces pratiques consistaient à injecter du ciment liquide dans les utérus des femmes ou à plonger plusieurs individus dans des bains d'eau bouillante pour évaluer la température maximale qu'ils pouvaient supporter, entre autres procédures macabres. Selon Annette Kabeli, survivante du camp d'Auschwitz, les jeunes filles étaient emmenées et tous les organes qu'ils pouvaient leur retirer leur étaient enlevés. Ensuite, elles étaient envoyées travailler, mais elles ne pouvaient pas et une semaine après, elles mouraient. D'autre part, les enfants ont également subi des punitions horribles dans les camps. En Pologne, dans la ville de Lodz, le Kinderkazed a été construit, un camp pour les enfants et adolescents de 2 à 16 ans. Les garçons étaient forcés d'effectuer des travaux forcés tels que la fabrication d'objets comme des chaussures de paille, des paniers en osier, tandis que les filles s'occupaient de tâches liées à la lessive, à la couture et à la cuisine. Ces activités étaient menées dans des conditions de faiblesse et de faim implacables. Leur petit déjeuner consistait en une tranche de pain et un demi-litre de café. Le soir, ils recevaient une nouvelle ration de nourriture, qui consistait généralement en une soupe de pommes de terre avec des betteraves ou du chou. Quoi qu'il en soit, si elles recevaient une punition pour divers comportements, elles se voyaient interdire la nourriture pendant plusieurs jours, ce qui les menait à la mort. Le gardien le plus infâme, Wilhelm Boger. La terrible machine de mort qu'étaient les camps d'extermination nazis ne pouvait fonctionner sans le travail bien huilé des gardiens. Un exemple en est Edward August, gardien des SS du Kinderkazed, le camp pour enfants, qui, selon les témoignages, était constamment ivre. Il était omniprésent. Il prenait plaisir à soumettre les prisonniers aux tortures les plus imaginatives. Il les frappait et les kickait dans les endroits les plus sensibles, les enterrait dans des caisses de sable, les immergeait dans un tonneau d'eau, les suspendait par les pieds avec une chaîne et plongeait leur tête dans un réservoir de lubrifiant usagé pour voiture, leur coupait les organes génitaux avec un couteau, frappait leurs talons et éteignait des cigarettes sur la poitrine des prisonniers. Mais tous n'étaient pas des officiers des SS, car il existait différents échelons dans le travail brutal à Auschwitz. Les gardiens de moindre pouvoir étaient des Juifs qui travaillaient pour les Allemands, en échange de quelques améliorations dans leur mode de vie misérable, généralement motivés par la terreur, la faim et le désespoir. Ensuite venaient les capots, des prisonniers d'origine allemande et aryenne, qui avaient été transférés des prisons de haute sécurité pour régner dans les cellules. Enfin, il y avait les hommes des SS, dont le travail consistait à mener à bien l'extermination systématique du peuple juif. Dans certains cas, ils se chargeaient aussi d'exécuter les tortures les plus brutales, comme l'infâme Wilhelm Boger, qui inventa une pratique si sinistre qu'elle resta inscrite dans l'histoire. Le balancier de Bogue. Il n'y a probablement pas de meilleur exemple de ce à quoi ressemblaient les gardiens allemands d'Auschwitz que Wilhelm Boger. Pour le présenter, il suffit de citer le récit d'une survivante de l'Holocauste, Dunja Wasserstrom. Lors d'une sélection de prisonniers pour leur exécution, Boger choisit un enfant de 4 ou 5 ans qui était descendu d'un camion et tenait une pomme dans la main. Il lui prit la pomme, saisit l'enfant par les pieds et le jeta violemment contre un mur des baraques, tuant immédiatement l'enfant.
Puis il partit en mangeant la pomme. Le camion avec le reste des enfants a été envoyé dans la chambre à gaz. Wilhelm Boger entra dans le parti nazi en 1929, mais commença sa carrière militaire comme agent de police auxiliaire en 1933, en même temps qu'il intégrait l'académie pour se former dans la force. En 1936, il reçut des dénonciations pour maltraiter des suspects lors des interrogatoires. Mais cela ne l'empêcha pas, en 1937, après avoir terminé ses études à l'académie, d'être promu commissaire. Après avoir passé quelques années à travailler pour la police d'État, Boger fut envoyé à Auschwitz, où il travailla comme lieutenant dans le département politique, qui dépendait du bureau de la sécurité du Reich et était connu sous le nom de Gestapo, des camps de concentration. Ses principales tâches étaient de maintenir l'ordre dans le complexe, organiser la réception des prisonniers, étouffer les révoltes et mener les interrogatoires. Mais le caractère de Boger était si sanguinaire qu'il se vit attribuer le surnom de « le tigre d'Auschwitz ». Boger mena ses tâches avec une cruauté extrême, au point qu'il conçut une méthode de torture qui terrorisa même ses propres supérieurs. Le balancier de Boger consistait à prendre une longue barre métallique et à la placer à plusieurs mètres du sol, sur 2 piliers en bois. Ensuite, un prisonnier était pris, attaché par les pieds et les mains dans le dos, par les poignets et les chevilles, de manière à être suspendu la tête en bas, tout le poids de son corps tirant sur ses membres. Puis, Boger frappait violemment les torturés, ce qui générait un mouvement du balancier produisant encore plus de douleur. La plupart des victimes s'évanouissaient pendant le processus et restaient suspendues jusqu'à ce qu'elles reprennent leurs sinistres activités. En général, la torture continuait jusqu'à ce que les victimes ne soient plus que des sacs de peau et d'os et soient emmenées dans des fosses communes. Bien que les supérieurs de Boger lui interdisent cette pratique brutale, le gardien continua secrètement jusqu'à l'évacuation d'Auschwitz. Boger fut arrêté en 1945, bien qu'il se soumit au processus de dénazification des Alliés, ce qui lui permit de rester libre jusqu'en 1956, lorsqu'il fut jugé pour ses crimes horribles, grâce aux témoignages des survivants juifs, ainsi que de dizaines de ses camarades des SS qui infligeaient le même type de mauvais traitement aux prisonniers. La Dame de la Mort, Maria Mandel, la bête d'Auschwitz. De nombreuses étaient les peurs des Juifs enfermés dans le sinistre camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Tout acte qui sortait du strict protocole de comportement imposé par les nazis, en d'autres termes, la soumission totale, se terminait par des tortures et des morts. Rien qu'un pas irrégulier pendant les longues marches entre les pavillons, ou faire tomber une assiette en fer blanc pendant les quelques petits déjeuners qu'ils avaient, suffisait pour provoquer une punition. Mais il existait même un stade encore plus terrifiant, celui où l'une de ces choses se produisait sous le regard attentif de Maria Mandel, la bête d'Auschwitz. Une femme si brutale que sa seule présence était un motif d'alarme parmi les prisonniers, car rien qu'en croisant son regard, on risquait de gagner la mort la plus terrible imaginable. La chef de camp des SS s'était forgé une réputation terrible, au point que ses propres subordonnés murmuraient dans son dos à propos de son inhumanité. Devant Mandel, les femmes juives travaillaient jusqu'à l'épuisement. Elles préféraient surmener leur corps fatigué et mourir cette même nuit dans les baraques froides, plutôt que de provoquer la colère de la bête. En effet, Mandel prenait tout signe de faiblesse comme un acte de rébellion et le punissait par les pires peines possibles. Les vieux, les femmes ou les enfants, personne n'échappait à la martialité sanguinaire de l'officier nazi. Maria Mandel naquit le 10 janvier 1912 à Münzkirchen, un petit village autrichien. Fille d'une famille relativement aisée, elle fut une enfant qui eut tout et accéda à une éducation de très bon niveau. Maria ne vécut pas les horreurs de la Première Guerre mondiale comme beaucoup d'Allemands ou d'Autrichiens qui accompagneraient Hitler jusqu'à la fin. Bien au contraire, tandis que ces peuples s'enfonçaient dans l'une des pires crises de leur histoire, Maria poursuivait ses études secondaires à la Bürgerschule, un établissement qui formait de futurs jeunes professionnels du commerce et de l'artisanat. Durant cette époque, Maria jouit d'une énorme popularité dans la ville, étant une jeune femme d'une beauté sublime, désirée par les garçons et admirée par ses camarades. Cependant, la fragile bulle de prospérité juvénile dans laquelle vivait Maria Mandel était sur le point d'exploser. Après avoir obtenu son diplôme et tenté de s'insérer dans le monde du travail, elle découvrit que le monde avait changé.
Pour travailler en Allemagne pendant la période de l'entre-deux-guerres, il était nécessaire d'obtenir un permis du Parti national-socialiste que Maria parvint à obtenir. Elle travailla un temps avec son père, mais la relation avec sa mère devenait de plus en plus difficile, ce qui la poussa à quitter son domicile. Maria souffrit énormément du fait de son expulsion, car elle n'arrivait pas à trouver un travail stable, et après 10 échecs, elle décida de se tourner à nouveau vers sa famille. En 1938, grâce à un contact familial, Maria entra comme gardienne dans le centre de détention de Lichtenburg. Bien qu'elle ait été formée pour devenir une professionnelle du commerce, elle n'était pas en position de refuser une quelconque opportunité. Mais ce fut à ce moment fatidique que son destin se scella en tant que juge et exécutrice de centaines de milliers d'âmes. En moins d'1 an, le nombre de prisonniers à Lichtenburg augmenta tellement qu'il fallut construire le camp de concentration de Ravensbrück, réservé aux femmes, et en 1939, Maria y fut envoyée. À Ravensbrück, Mandel commença son chemin vers la brutalité et posa les premières pierres sur lesquelles elle bâtirait sa réputation infâme. Maria faisait la revue des prisonnières et transformait un simple processus administratif en un sinistre jeu de résistance. Elle les forçait à faire des exercices, et si l'une d'entre elles tombait ou s'arrêtait par fatigue, elle les envoyait au bunker, un espace où elle exécutait des punitions terribles, comme des flagellations ou des humiliations psychologiques. Pendant des années, elle intensifia la violence de ses méthodes, qui atteignirent leur apogée en 1942 lorsqu'elle fut promue chef de camp des SS et envoyée à Auschwitz. Le 7 octobre, lorsqu'elle arriva dans la gigantesque prison, Maria découvrit qu'elle était au-dessus de tous les Juifs et même des nazis du complexe. Elle n'avait à rendre des comptes qu'au commandant Rudolf Höss. À Auschwitz, Mandel vit un immense parc d'attractions où elle pourrait déployer toute sa malice. La bête allait se libérer. Mandel noyait les bébés nouveau-nés dans des bassines d'eau, devant les regards des mères. Elle envoyait les femmes enceintes au crématoire pour être brûlées vives. Elle flagellait les femmes jusqu'à la mort, qu'elles mourussent des coups ou simplement exsangues. Maria avait l'habitude d'adopter des prisonniers juifs comme des animaux de compagnie, les forçant à rester à ses côtés ou même à participer à ses tortures macabres, pour ensuite s'ennuyer et déverser sa cruauté sur eux. Certains affirment qu'elle avait également une liaison secrète avec le docteur Joseph Mengele et qu'elle aimait participer aux sinistres expériences de son amant. Environ 500 000 personnes moururent directement ou indirectement aux mains de Maria Mandel, que tout le monde connaissait sous le nom de la bête d'Auschwitz et dont le simple regard était une condamnation à la chambre à gaz. À la fin de la guerre, Mandel fut envoyée à Dachau, où elle ne resta pas longtemps en raison de la chute de Berlin. Peu de choses sont connues de son passage dans ce complexe infâme, bien que l'on sache qu'elle s'enfuit en Autriche, son pays natal, avant l'arrivée des Alliés dans le camp de concentration. Cependant, 10 jours après son arrivée, elle fut capturée par les Alliés, qui la détenaient pendant près d'1 an avant de la juger. En 1947, après un procès minutieux, Maria Mandel fut reconnue coupable de la mort de 500 000 personnes, y compris des enfants, et condamnée à être pendue. Dans sa dernière déclaration, la bête d'Auschwitz rejeta toute responsabilité pour ses actes. Je n'avais ni fouet ni chien. En accomplissant mon service à Auschwitz, j'étais entravée par la terrible sévérité de Rudolf Höss. J'étais totalement dépendante du commandant et je ne pouvais infliger aucune peine. Malgré son invocation à l'obéissance due, sa sentence ne fut pas levée et le 24 janvier 1948, Maria Mandel fut pendue jusqu'à la mort. Son corps encore jeune, à 36 ans, se balançait inerte, désormais dépourvu de toute la beauté qui l'avait rendue célèbre dans sa jeunesse, devant les regards de quelques survivantes du camp et des familles de ses victimes. La prostituée de Buchenwald, la brutalité d'Ilse Koch. Contrairement à Maria Mandel, Ilse Koch n'a pas occupé de rôle hiérarchique au sein des SS, mais elle a profité des privilèges d'être l'épouse d'un haut responsable, le colonel de camp Karl Koch. Une femme considérée comme très belle selon les critères allemands, elle se plaisait à porter des vêtements provoquants devant les prisonniers juifs du camp de concentration de Buchenwald, où elle devint connue sous le nom de la prostituée. Margaret Ilse Köhler est née le 22 septembre 1906 à Dresde, une petite ville de la Saxe allemande. Fille d'une famille de classe moyenne, elle montra toujours un caractère calme.
qui ne laissait en aucun cas présager la violence profonde qu'elle déchaînerait à l'âge adulte. À 15 ans, elle quitta l'école pour travailler d'abord dans une usine, puis dans une librairie comme vendeuse. La jeune Ilse développa de grandes aptitudes sociales, et avec sa beauté, elle devint irrésistible pour les jeunes hommes qui fréquentaient le magasin. Peu à peu, elle se fit connaître parmi les officiers nazis, qui l'impliquèrent dans l'activité politique, jusqu'à ce qu'elle forge une amitié avec des membres des SS. En 1932, Ilse était déjà une femme fatale allemande, avec des contacts profonds dans la structure du national-socialisme, et elle profita de son influence pour travailler comme secrétaire au sein du parti. La jeune femme charmante continua d'attirer l'attention de tous les hommes qu'elle croisait, jusqu'à ce qu'elle croise Heinrich Himmler lui-même, le Reichsführer des SS. Bien qu'Himmler fût marié, il considéra que l'exquise Ilse était un excellent parti pour un jeune arien et la présenta à Karl Koch, l'un de ses plus proches assistants, qui était colonel du camp de Sachsenhausen. Que Himmler ait eu l'œil de Cupidon ou qu'il ait exercé une pression sur son bras droit, Koch et Ilse se marièrent en 1936. Mais ce fut en 1939 que le couple se rapprocha réellement grâce aux sinistres atrocités qu'ils commirent ensemble dans le camp d'extermination de Buchenwald. Bien que les Koch aient déjà des enfants, après la période de paternité imposée par le Reich, ils retournèrent à la direction du camp avec un sens renouvelé de la cruauté. Karl était déjà un sadique reconnu, connu pour ses méthodes de torture, mais au lieu de l'adoucir, il s'intensifia les choses, et le couple se lança dans un frénésie sanglante d'abus. Les Koch étaient réputés pour revenir aux tortures les plus brutales du Moyen-Âge. Il s'agissait de marquer les prisonniers avec des fers chauffés à blanc, d'écraser leurs membres à coups de marteau ou de les fouetter avec des fils barbelés ou des fouets munis de lames de rasoir. Mais ce que les prisonniers attendaient à la villa Koch, la ferme où vivait la famille à Buchenwald, était encore pire. Il s'était devenu une femme attirée par la perversion sous divers aspects. Selon les Allemands eux-mêmes, elle organisait des orgies chez elle, pour ensuite se régaler de tortures avec les prisonniers juifs. Que ce fût avec des proches ou des inconnus, Ilse Koch montrait un appétit pour les émotions extrêmes qu'il était impossible de satisfaire. Pour apaiser les besoins de sa femme, Karl fit construire une sorte de pavillon des excès, un bunker de l'horreur, où Ilse pourrait organiser ses événements, qu'ils soient sexuels ou sanglants. Le bâtiment mesurait 40 mètres de large sur 100 de long et abritait plusieurs pièces aménagées pour réaliser des tortures ou organiser des orgies. Avec des meubles conçus pour infliger des douleurs innommables ou des salles miroitées offrant une vue à 360 degrés du festin, la maison de terreur d'Ilse fut le théâtre de la brutalité déchaînée du nazisme. Le matin, Ilse se promenait dans les champs de la ferme puis visitait le camp où elle se délectait à fouetter les prisonniers juifs. N'importe quel prétexte réveillait la violence de l'Allemande, et ses punitions en pleine lumière du jour devenaient chaque jour plus brutales. L'une de ses activités préférées consistait à lancer des chiens contre des femmes enceintes pour leur infliger terreur et blessures graves. Mais ce qui était le plus macabre, c'était son fanatisme pour créer des vêtements et du mobilier en utilisant la peau des victimes de l'Holocauste. Il se commença à demander que l'on écorche les Juifs après s'être intéressé aux tatouages de certains prisonniers. Elle voulait garder les dessins comme une sorte de souvenir sinistre et les utilisa pour fabriquer des lampes. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle commença également à fabriquer des accessoires et à empailler des têtes et d'autres parties du corps qu'elle suspendait dans sa maison, comme le célèbre tueur en série Ed Gein. Après avoir été capturée avec son mari à la fin de la guerre, plusieurs témoins ont déclaré avoir vu les tatouages de prisonniers imprimés sur les sous-vêtements portés par Ilse. On pense qu'elle a participé à plus de 33 000 meurtres, bien qu'environ 5 000 aient été commis directement avec son mari. Bien qu'elle ait réussi à échapper à la justice, malgré les preuves accablantes contre elle, elle fut condamnée à la réclusion à perpétuité en 1951 pour des crimes bien moindres que ceux qu'elle avait commis. Ilse Koch choisit de mettre fin à ses jours en 1967, en se pendre dans sa cellule de prison à l'aide d'un drap blanc. Ceux qui l'ont connue à la fin de sa vie affirment qu'Ilse ne parlait que du fait qu'elle était une pécheresse et qu'elle ne méritait pas le pardon de Dieu. Cela pourrait être vrai non seulement pour Koch, mais aussi pour tous les collaborateurs de l'horrible massacre
qui eut lieu lors d'un des moments les plus brutaux de l'histoire de l'humanité. La torture finale, les marches de la mort. La marche de la mort est l'une des méthodes de torture les plus terribles que l'humanité ait pratiquées. Cela consiste à obliger un grand nombre de personnes, généralement des esclaves ou des prisonniers, à parcourir de grandes distances pendant de longues périodes, à un rythme soutenu, sans leur fournir ni eau ni nourriture. Ceux qui tombent sont laissés sur le chemin, face à une mort certaine, tandis que ceux qui prennent du retard sont généralement exécutés par les gardes qui surveillaient la caravane brutale. Bien que cette méthode sinistre ait été pratiquée depuis l'Antiquité, principalement par des esclavagistes occidentaux en Afrique, les dernières marches de la mort n'ont pas eu lieu il y a si longtemps, car elles ont servi de dernier moyen de torture pour les forces de l'Axe. Les Allemands, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont organisé de grandes marches de la mort avec les prisonniers des camps de concentration, tandis que l'Empire du Japon a également organisé les siennes, avec des esclaves indonésiens et des prisonniers de guerre alliés. Ces pratiques ont fait des dizaines de milliers de morts et sont considérées comme le dernier grand crime de guerre perpétré par ces pays pendant le plus grand conflit que l'Europe ait jamais connu. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était profondément affaiblie sur le plan militaire, mais les officiers de Hitler avaient un problème encore plus grand, les millions de prisonniers enfermés dans les macabres camps de concentration. Il est vrai que les nazis étaient bien conscients de ce qui se passerait si l'Allemagne était occupée et que les Alliés découvraient les prisons brutales ainsi que les chambres de torture et d'exécution systématiques avec lesquelles ils avaient mené l'un des plus grands génocides de l'histoire. Entre 1944 et 1945, de grandes tueries ont été réalisées de manière mécanique pour éliminer autant de captifs que possible. Au-delà du fait que les Juifs afro-américains et Roms enfermés, étaient dans un état de santé déplorable en raison de la malnutrition, du surpeuplement et des maladies, les massacres organisés cherchaient à dissimuler et à effacer les preuves des atrocités menées par le Troisième Reich. C'est ainsi que les marches de la mort ont été organisées, dirigées par les officiers des SS. Ces marches consistaient à forcer les prisonniers à marcher sur de grandes distances, pendant de longues périodes, sans leur fournir ni eau ni nourriture. Il était prévu qu'une grande partie du contingent meure pendant les marches, car la plupart de ces personnes étaient déjà au bord de la mort. Ceux qui tombaient étaient laissés derrière, tandis que ceux qui prenaient du retard se plaignaient ou ne pouvaient pas continuer, étaient exécutés par les soldats. Après un premier trajet, les survivants étaient normalement forcés de monter dans des trains conçus pour transporter du bétail. Beaucoup de personnes mouraient aussi pendant ces voyages, car ils entassaient les gens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace pour respirer et ne leur fournissaient pas non plus les conditions minimales pour survivre. Après presque une semaine de voyage sans eau, nourriture ni air, peu de personnes descendaient de ces trains sinistres. Ceux qui le faisaient devaient supporter une autre marche vers un destin fatidique, un autre camp de concentration. À leur arrivée, ils poursuivaient la terrible routine qui avait marqué leur vie pendant les dernières années, où ils faisaient face à un peloton d'exécution. Bien que ce phénomène remonte au début de la Seconde Guerre mondiale, avec la marche de Chelm, lorsque les hommes âgés de 16 à 60 ans du village polonais ont été forcés d'évacuer à pied, la majorité des morts ont été causées par des exécutions le long du chemin. Ce n'est qu'à partir de 1944 que les marches ont montré leur côté le plus cruel et inhumain. Le dernier souffle du nazisme, l'échec des marches. L'un des premiers à être évacué fut le camp polonais de Majdanek. Face à l'avancée des troupes soviétiques, les nazis durent accélérer le processus. C'est pourquoi environ 1000 prisonniers furent soumis à la marche, tandis que d'autres milliers restèrent coincés dans les installations. Les officiers allemands se concentrèrent sur la destruction de certains espaces particuliers, tels que les crématoires et les chambres d'extermination. Mais cela serait leur dernier faux pas. À mesure que les Alliés entraient dans les territoires occupés par les forces de Hitler, les marches de la mort devinrent plus prolifiques. C'est le cas de Mittelbau-Dora, un camp évacué bien avant l'arrivée des troupes américaines. Lorsque les Alliés arrivèrent sur place, il ne restait que les mourants et les malades. Au début de 1945, l'une des marches de la mort les plus sinistres de l'Holocauste eut lieu. Lorsque l'armée rouge avança vers l'intérieur de la Pologne, les nazis ordonnèrent l'évacuation de l'un des plus grands camps, Auschwitz. Entre le 17 et le 21 janvier,
les officiers de la SS prirent 56 000 prisonniers, qui furent forcés de marcher sans relâche, sans nourriture ni boisson, pendant plus de 60 kilomètres, avec des températures inférieures à -20 °C, vêtus uniquement de leurs vêtements de prison. Certains réussirent à s'échapper, aidés par des civils dans les villages traversés par la fatidique caravane. Cependant, environ 15 000 victimes moururent en cours de route. Les survivants furent envoyés vers d'autres camps de concentration dans des trains. Quelques jours plus tard, 50 000 prisonniers furent évacués de Stutthof, au nord de la Pologne, vers Lauenburg, à l'est de l'Allemagne. Le trajet mesurait environ 700 kilomètres. Au départ, les Allemands conduisirent environ 5 000 captifs vers la mer et les fusillèrent. Le reste des marcheurs fut intercepté en cours de route par les troupes soviétiques et les officiers nazis les forcèrent à revenir au point de départ. Bien qu'il n'existe pas de chiffre exact, des milliers de personnes moururent durant cette marche, en raison des conditions climatiques difficiles, du manque de provisions de base et des exécutions par les soldats. D'autres camps commencèrent à être évacués et leurs prisonniers furent forcés de marcher vers des installations qui, à leur tour, seraient évacuées à nouveau selon la même méthode. Par exemple, en avril 1945, environ 28 000 prisonniers marchèrent depuis Buchenwald vers Dachau, Flossenburg et Theresienstadt, le premier étant la destination de la plupart d'entre eux. Mais ceux qui réussirent à survivre et à arriver à destination n'échappèrent pas à une autre marche sinistre. À la fin du mois d'avril, 15 000 personnes furent envoyées depuis Dachau vers la frontière autrichienne. Seuls 6 000 atteignirent leur destination, tandis que beaucoup de ceux qui restèrent derrière ne moururent pas immédiatement, mais furent retrouvés plus tard par les troupes américaines, éparpillés dans les champs, mourant de faim ou d'épuisement. Ce qui est certain, c'est qu'en dépit de nombreuses études historiques, on ne connaît vraiment pas l'objectif final des marches de la mort. Bien qu'il existe des personnes qui affirment qu'elles étaient une stratégie des nazis pour effacer les preuves de leurs crimes contre l'humanité, cela entre en contradiction directe avec le fait que ces procédures particulièrement torturantes ont été bien documentées par leurs victimes, par les civils qui ont servi de témoins, par les soldats ennemis et même par les officiers nazis eux-mêmes, rongés par la culpabilité. La plupart des camps de concentration n'ont pas été évacués complètement, et bien que certaines pièces ou installations sensibles aient été détruites pour que les informations ne tombent pas entre les mains des Alliés, l'exercice des marches n'a pas du tout aidé les membres du Parti national-socialiste, car ils ont malgré tout été jugés avec tout le poids de la loi lors des procès de Nuremberg.